Les hackers russes sont craints dans le monde entier. Que ce soit en politique, dans le milieu des affaires ou dans l'industrie, personne n'est à l'abri. Les cyberattaques et le chantage peuvent faire des morts. Bien que leurs opérations soient classées top secret, ils sont connus dans tout le pays. En marge de la vie publique, ils font pourtant partie de la haute société russe. Au Radisson, on a pris la même suite que George Bush. Et ils ont dû la rénover complètement après notre passage. Ils agissent dans l'ombre, mais leurs actions sont bien visibles. Et l'élection américaine de novembre 2020 leur a permis de démontrer tout leur savoir-faire. Pendant l'entretien, le directeur a été clair. La Russie, c'est le bien, le reste du monde, c'est le mal. Depuis longtemps, les hackers russes évoluent dans les plus hautes sphères de la société et du monde politique. C'est un homme très influent qui dispose de tout ce qu'il veut où il veut. Des hackers, des tueurs à gages, des mercenaires, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe. Il a tout et partout. Ils font partie intégrante d'un système qui repose sur la dissuasion et la peur. Mais cette armée numérique est-elle aussi dangereuse qu'elle le prétend ? Fenêtre ouverte sur l'Ouest, Saint-Pétersbourg est la ville la plus européenne de la Fédération de Russie. C'est aussi une ville touristique et un repère de trolls. C'est ici que vit Olga Maltseva. Cette jeune femme de 29 ans était autrefois un troll. Elle est entrée dans ce monde mystérieux en répondant à une simple annonce d'emploi. J'étais à la recherche d'un boulot dans une grosse entreprise du net et je suis tombée sur une annonce pour un poste de rédacteur. Étant donné que j'aime bien écrire et que j'ai un blog, j'ai répondu à l'annonce et on m'a rappelé pour un entretien. Ensuite, on m'a fait passer une sorte d'examen et quelques jours plus tard, j'ai revu le directeur. Il estimait que mon travail était bon et j'ai commencé à travailler pour eux le lendemain. Olga a travaillé dans ce bâtiment pendant 1 an et demi. Sa mission ? Publier des posts politiques sur Facebook, Instagram et YouTube et tous les réseaux sociaux où les trolls sont présents. Nous devions écrire environ 10 messages par jour. On nous envoyait 10 sujets à chaque fois. Ensuite, ils nous ont demandé plus. C'est passé à 12 posts et 50 commentaires par jour. Tout ce qu'on fait est contrôlé. D'abord, ils vérifient tout ce qu'on écrit, et ensuite, soit le superviseur vous dit ce qu'il faut changer, soit il vous dit que c'est bon, et qu'il faut le mettre en ligne immédiatement. Sous l'œil vigilant de ses responsables, Olga est assise à son bureau en open space pendant 10 heures par jour. Son travail, critiquer l'Occident et exposer la vision politique de la Russie au plus grand nombre. Parmi les sujets abordés, il y avait l'armée russe, Shoigu, le ministre de la Défense, Poutine, l'Amérique, l'Ukraine, Donetsk et Luhansk. Il y avait beaucoup de choses sur ces sujets en particulier. Je me souviens d'un jour où j'ai dû réécrire le même post 20 fois en changeant quelque chose à chaque fois. Tout le monde se creusait les méninges parce qu'on ne savait plus quoi inventer. La journée de travail était complètement perturbée quand tout à coup on nous demandait un type de poste particulier. On recevait un message du genre « Laissez tout tomber, maintenant vous n'écrivez plus que sur ce sujet ». Pendant l'entretien, le directeur avait été clair. La Russie c'est le bien, le reste du monde c'est le mal. 3/4 des Américains ont accepté l'existence de l'ingérence de la Russie dans leurs élections. Donald Trump n'a pas été activement soutenu, mais Hillary Clinton en 2016 et Joe Biden en 2020 ont été systématiquement discrédités. On ignore d'où opèrent les trolls, mais il est probable qu'ils exercent leur influence depuis ce complexe de bureaux. Ils nous ont dit « Vous ne pouvez en parler qu'à vos parents proches et à personne d'autre ». On avait régulièrement droit au détecteur de mensonges. On ne nous prévenait pas. Tout à coup, 3 ou 4 personnes étaient convoquées pour passer au détecteur de mensonges. L'ambiance au sein de la ferme de trolls est celle d'un film d'espionnage. Olga a été le premier troll au monde à avoir parlé publiquement. Elle a démissionné alors qu'elle attendait son premier enfant. Il y avait de longs couloirs avec pas mal de pièces. Aucun signe, aucun indice ou quoi que ce soit. Au 4e étage se trouvait le département des affaires étrangères.
Tout était en anglais. Je sais qu'il y avait aussi un département spécial pour l'Ukraine, mais dans un autre bâtiment. On nous a dit que c'était un homme qui finançait tout ça. Les bureaux, la société, les salaires. Il s'agissait d'un homme appelé Prigojine. Un ami proche de Poutine. Un homme puissant aux nombreux appuis, Evgeny Prigojine, toujours proche du président russe et à son service. Pendant des années, Prigojine a dirigé l'armée des trolls, y compris à l'occasion de l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. C'est un soutien indéfectible de Poutine. Kolia aussi a travaillé comme troll pendant des années. Il le sait. Quoi qu'il arrive, la ligne du Kremlin doit être strictement diffusée. On crée toujours de nouveaux comptes sans historique. L'utilisateur fait des posts avec des chats amusants ou des chiens, et puis ensuite un post important. Par exemple, sur les manifestations à Hong Kong. Pour cette deuxième étape, on poste toujours un message extrêmement virulent sur un sujet d'actualité. Peu importe qu'ils disent la vérité, l'essentiel c'est que le post traite d'un sujet clivant. L'idée c'est qu'on trouvera toujours des gens pour soutenir des opinions négatives et stupides. Chaque troll crée des dizaines de nouveaux profils chaque jour et cherche des followers sur les réseaux sociaux. L'armée des trolls russes diffuse ensuite des fake news et répand des opinions favorables au Kremlin. Ça, par exemple, c'est sûrement un troll. On est sur le site de Russia Today. C'est un sujet sensible. Un homme noir qui se bat avec un autre homme noir. Et le type écrit « Pourquoi on ne peut pas appeler un nègre un nègre ?» Le compte n'est plus actif. Il n'y a pas de publication. Et il a seulement 38 followers. C'est clairement un faux compte. Pour représenter le plus simplement possible une opinion tranchée, l'outil préféré des trolls est le même. Une image connue, facile à comprendre, parfois modifiée à l'aide de Photoshop et accompagnée d'un texte personnalisé. Pour produire constamment ces messages, les trolls reçoivent environ 1 000 € par mois, un salaire mensuel supérieur à la moyenne. L'opération est financée par l'État russe par divers biais. Outre les trolls, l'État exploite également des chaînes télévisées telles que Russia Today ou encore Redfish. Au total, le gouvernement russe dépenserait 360 millions d'euros par an pour ces chaînes, dont les vidéos et les photos sont ensuite partagées par les trolls. L'objectif est de disséminer ces idées au maximum. À Saint-Pétersbourg, par exemple, il y aurait plusieurs centaines de trolls travaillant dans des usines qui fonctionnent comme une entreprise normale. Avant de pouvoir travailler là-bas, il faut d'abord signer un contrat. Ils nous font également passer au détecteur de mensonges. Et là, ils vous demandent « Avez-vous l'intention de trahir cette entreprise ? Ou bien, avez-vous des journalistes au sein de votre famille ?» Le contrat qu'ils vous font signer leur permet de vous punir légalement sans recourir à des méthodes frauduleuses si vous dérogez à la règle. Les responsables de ces entreprises sont issus d'armées privées, des mercenaires ou des tueurs à gages. Ça peut être effrayant. Des méthodes mafieuses mises en place par ces employeurs, bien sous tout rapport. La besogne des trolls est cruciale pour l'État russe et leurs postes ont une valeur inestimable. Ils peuvent pirater une élection. Moscou est le centre du pouvoir effréné de la Russie. Le journaliste d'investigation Andrei Sakharov s'intéresse aux trolls depuis des années. Rares sont les spécialistes qui connaissent mieux que lui le rôle actuel des influenceurs politiques du Kremlin. C'est une structure qui existe depuis 2011. Elle est financée par Evgeny Prigojine, un restaurateur prospère qui a fait fortune en servant des repas au Kremlin et au ministère de la Défense. Au début, il avait environ 150 à 200 personnes à son service. Aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui sont installées dans un grand centre d'affaires près du centre Lachta à Saint-Pétersbourg. Le budget annuel de cette ferme à trolls s'élevait à plus d'1 milliard de roubles en 2019. Cette entreprise qui coûte 11 millions d'euros par an est, selon Andrei Sakharov, l'un des piliers de la politique étrangère de la Russie. En Russie, les affaires étrangères sont divisées en 4 branches. Le ministère, la porte-parole Maria Zakharova, les fermes à trolls et enfin la chaîne télévisée d'État Russia Today.
Les postes empreints d'idéologie diffusés par des milliers de mercenaires à la solde de la Russie sont devenus une arme de persuasion politique de premier plan. Chaque élection américaine voit désormais un déferlement de posts sur les réseaux sociaux du monde entier. Lors des élections américaines de 2016, ils ont mis en place un bureau américain. Une centaine de personnes qui ne s'intéressaient qu'à l'Amérique. À ce jour, l'aspect international est au cœur de toute l'opération. D'après ce que je sais, il existe un département en langue arabe qui conseille les organisations similaires dans des pays amis de la Russie. Les trolls russes offrent également des services de conseil en Iran, où il existe des fermes à trolls similaires. En Afrique, ils sont très actifs. Lorsque la Russie s'est intéressée au continent africain, Prigojine a immédiatement suivi. Il existe donc désormais une division africaine. Depuis longtemps, la Russie ne se contente plus d'exercer son influence numérique chez ses voisins proches. L'objectif du Kremlin est plutôt d'aligner sur la Russie les régimes amis dans le monde entier. Il existe plusieurs avantages à travailler pour une entreprise quasi-étatique, la garantie de l'emploi et d'un salaire qui tombe à la fin de chaque mois. Les journalistes n'ont presque plus de travail à Saint-Pétersbourg. Alors ils se disent qu'il vaut mieux aller frapper à la porte de Prigojine. En plus, le salaire est bon par rapport à la normale ici. 50 à 60 000 roubles. Les journalistes peuvent espérer 1 000 € mensuels pour des postes de propagande, à condition de travailler pour le compte d'Evgeny Prigojine et de servir les intérêts du Kremlin. Poutine a commencé à provoquer le monde entier parce qu'il est pris de délire de grandeur. Et dès que les journaux américains condamnent ses actes, il est blessé personnellement. Il nourrit un complexe. Et comme beaucoup de despotes, il prête la plus grande attention à tout ce qu'on dit sur lui. Prenez l'exemple du leader iranien, russe ou kirghize. Tous ces types pensent qu'il suffit de payer 1000 étudiants pour dire qu'ils sont des chefs formidables et le monde entier les croira. Ils sont persuadés que les gens ne les aiment pas à cause des méchancetés publiées par la presse occidentale. Et que les messages des trolls vont les faire changer d'avis. Le pays des trolls abrite également l'une des plus grandes entreprises de cybersécurité au monde, Kaspersky Lab. Fondée à Moscou en 1997, l'entreprise réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de près de 700 millions de dollars avec des logiciels de sécurité. Voilà bien longtemps que nous ne sommes plus une entreprise russe. La Russie ne représente que 15 à 20% de notre chiffre d'affaires. Nous travaillons en majorité en Europe. Nos principaux clients sont l'Allemagne, la France et l'Italie. Cela dit, nos programmeurs sont encore aujourd'hui en Russie. Kaspersky emploie près de 4000 personnes et possède 35 bureaux dans 31 pays. L'entreprise doit se mesurer quotidiennement à un ennemi global et de plus en plus actif, l'armée des hackers. Chaque jour, nous détectons plus de 300 000 attaques venues du monde entier, en chinois, en espagnol, en portugais, en russe et bien sûr en anglais. Mais quand on cherche l'origine des pires attaques, celles qui sont techniquement les plus difficiles à contrer, on tombe souvent sur des anglophones ou des russophones. Kaspersky travaille même avec les autorités allemandes, comme la police de Berlin ou le Bundestag, le Parlement allemand. Une aide cruciale pour ce pays, qui n'est pourtant pas à la traîne d'un point de vue technologique. C'est un peu le Far West sur Internet en ce moment. Il n'y a pas de vrai cadre légal. Les autorités sont à la traîne, le pouvoir législatif est faible. Dans la plupart des pays, la police n'a pas de temps à consacrer à ça. En Allemagne, par exemple, où les meilleurs ingénieurs du monde fabriquent des merveilles de machines et de voitures, il n'y a pratiquement aucun expert en cybersécurité. Pour moi, c'est vraiment bizarre. Si j'étais responsable de la sécurité des informations d'une agence gouvernementale, je voudrais protéger ces données en faisant appel à des conseillers de mon pays, pas à une entreprise privée. En 2017, les entreprises américaines ont cessé de travailler avec Kaspersky, à l'époque leader mondial des antivirus. La direction de l'entreprise estime avoir été victime des préjugés qui entourent ses origines russes. Nous avons toujours, depuis le début de Kaspersky, dû faire des efforts particuliers pour nous affranchir de ces préjugés. Comme nous venons de Russie, les gens ont plus de mal à nous faire confiance qu'une entreprise américaine. Les États-Unis ont fini par imposer des sanctions à Kaspersky. Ils estiment qu'il reste encore certains problèmes à résoudre dans leur façon de travailler. Cette méfiance n'est pas fortuite. L'État russe, comme la Chine, se montre de plus en plus interventionniste. Depuis novembre 2019,
une loi donne au gouvernement la possibilité de bloquer des sites et d'accéder librement à toute donnée. Le président Poutine a défendu cette loi en disant que la Russie, puissance nucléaire et minière, devait se protéger des cyberattaques. Des sites tels que Twitter, Facebook et Wikipédia reçoivent régulièrement des menaces et des amendes, mais jusqu'à présent, peu de sites ont effectivement été bloqués en Russie. Les critiques du régime, comme Artyom Koslyuk, ne peuvent donc qu'estimer la portée réelle de l'influence cachée du Kremlin. Ceux qui reçoivent nos données de la part de l'État les revendent ensuite elles-mêmes sur le marché noir. Les Russes ne bénéficient d'aucune protection des données de la part de l'État. Ça n'empêche pas le Kremlin de vouloir exercer un contrôle toujours plus grand. On ne peut compter sur personne, ni sur les entreprises du numérique, ni sur l'État. L'omniprésence de l'État russe sur Internet n'a pas empêché Kaspersky de s'établir sur le marché allemand. Et malgré les mises en garde des experts indépendants qui doutent de sa sincérité, elle porte haut et fort sa volonté d'alignement sur l'Occident. Les trolls ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Depuis des années, les hackers russes marchent main dans la main avec les mafias du monde entier. L'un de ces hackers, Sergueï, connaît mieux que quiconque les rouages des milieux criminels. Il a créé sa propre chaîne YouTube où il révèle les secrets du monde des hackers russes. Je connais ce milieu depuis mes 14 ans. C'était en 1997. À cette époque, les cybercriminels étaient encore un groupe uni. C'est pour ça que je connais personnellement les 10 plus grands hackers du monde. Presque tous sont en prison aux États-Unis. Au cours de sa carrière, Sergueï a dérobé des millions d'euros. J'ai fait 2 fois de la prison pour cybercriminalité. J'ai vécu ma première incarcération, qui a duré 2 ans et demi, comme une petite aventure pour moi. Un séjour presque sympa. Résultat, je n'ai pas retenu la leçon et ensuite, j'en ai pris pour 7 ans et demi. Donc là, j'en ai assez. Je ne fais plus que des choses qui sont absolument légales. Ça, c'est ma vodka. Je l'ai appelée quart d'heure. On peut y voir toutes les entreprises que j'ai escroquées. Mastercard, Bank of America, UPS. Aujourd'hui, Sergueï gagne sa vie en toute légalité grâce à ces marques mondialement connues. Il les a pourtant extorquées pendant des années. Il était l'un de ces milliers d'arnaqueurs à la carte de crédit appelés cardeurs. Les pirates trouvent des informations personnelles, des bases de données, des numéros de carte de crédit ou des comptes. Et les cardeurs s'en servent pour voler de l'argent. Évidemment, on doit acheter ces données aux hackers. Ensuite, on se sert des cartes de crédit et on vide les comptes. Sur chaque carte, il y a une bande magnétique ou une puce. Pour les achats sur le net, le numéro de la carte, le nom du titulaire, la date d'expiration et ce code CV suffisent. C'est tout ce dont on a besoin sur Internet. En revanche, si vous voulez faire un duplicata de la carte pour acheter quelque chose dans un magasin ou retirer de l'argent à un guichet automatique avec un code PIN, alors là, il faut récupérer les informations de la bande magnétique ou de la puce. C'est ce qu'on appelle un dump. Avec un dump, on peut faire une copie de la carte. C'est après ça qu'interviennent les drops. Des gens qui travaillent pour vous et que vous pouvez envoyer dans les magasins pour acheter de l'or, de la vodka ou des appareils comme des ordinateurs et des téléphones. Tout ce qui peut se revendre rapidement. Tous les cybercriminels agissent pour la même raison, le manque d'argent. Il y a souvent un deuxième facteur. Ils viennent de foyers brisés. Au final, ce sont ces 2 facteurs qui nous poussent vers la criminalité. J'ai jamais rencontré un cybercriminel venant d'un pays riche, comme la Suisse ou les Pays-Bas. Quand il était cardeur, Sergueï menait la belle vie. Mais depuis son dernier séjour en prison, il est rentré dans le droit chemin et a adopté une posture d'observateur averti. Sur sa chaîne YouTube, qui compte plus de 250 000 abonnés, il invite chaque semaine la crème de la crème des cybercriminels russes.
Désormais, il doit y avoir au moins 150 000 cybercriminels et hackers russophones. Minimum. Et la plupart d'entre eux ne gagnent pas plus de 2 ou 3 000 $ par mois, alors que tous risquent leur liberté. Avant, un hacker gagnait 10 ou 100 fois plus. Alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, Sergueï a piraté les données de chaînes hôtelières internationales, obtenant ainsi l'accès à des centaines de cartes de crédit. Après avoir dupliqué les cartes, il envoyait des complices à Moscou pour retirer de l'argent et acheter des produits de luxe. Il est ainsi devenu millionnaire en quelques années, dérobant au total 36 millions €. Et son cas est loin d'être isolé. Aux États-Unis et dans d'autres pays où de nombreuses personnes sont emprisonnées pour des faits de cybercriminalité, les statistiques montrent que ce sont les Russes qui font le plus de dégâts. Enfin, je veux dire, des ressortissants de l'ex-Union soviétique. Ukrainiens, Biélorusses, Russes, Moldaves et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que ce sont des nations pauvres. Et en même temps, ces pays ont un savoir-faire et de bonnes connaissances techniques. Artyom Artyomov est analyste au sein de Groupe IB, une entreprise de cybersécurité qui travaille avec Interpol et Europol pour traquer sur toute la planète les pirates informatiques et les cybercriminels. Le monde russophone est un de leurs terrains de chasse préférés. Nous avons principalement affaire à des attaques financières, des attaques de niveau très élevé, beaucoup d'attaques du réseau SWIFT. Un groupe a récemment essayé de voler l'ensemble des actifs financiers du Bangladesh, en totalité. Si ça n'a pas marché, c'est seulement parce que, pour une raison qu'on ignore, ils ont voulu transférer les sommes sur un mauvais compte. Les hackers russes sont très réputés, tant pour leur formation que pour leurs prouesses souvent innovantes dans de nombreux domaines. D'abord, il y a beaucoup de hackers qui parlent russe. Ensuite, les Russes expérimentent de nombreux outils. Certains criminels qui débutent commencent leur premier coup dans notre pays. C'est seulement ensuite qu'ils s'aventurent à l'ouest. C'est pour cette raison que nous avons souvent une longueur d'avance. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Scandinavie, nous l'avons subi ici, chez nous, il y a 5 ans. Nous savons comment attraper ces types. Et nos banques savent comment s'en protéger, que ce soit avec les outils développés par notre société ou par d'autres. Nous savons de qui nous devons nous protéger. Notre entreprise dispose des meilleurs experts en cyberintelligence du monde. Selon Sergueï, l'ex-hacker, il existe un code d'honneur des cybercriminels à toute épreuve. Et sa raison d'être est on ne peut plus pragmatique. Tous les gens de l'ex-Union soviétique pensent de la même manière. On n'importune pas notre propre peuple. J'avais moi-même pour habitude d'éliminer tous les Russes de mes bases de données volées. Quand on vole des cartes de crédit étrangères, on ne craint pas grand-chose. Il ne faut pas le faire trop souvent, ni dérober des sommes folles qui pourraient mettre en danger le système financier occidental. Vous pouvez agir en Amérique, en Allemagne, en France, pas de souci. En revanche, si vous volez des Russes, la police ou les criminels vont vous tomber dessus. Et alors là, c'en est fini de votre carrière criminelle. Le travail de Sergueï est désormais rentré dans le cadre de la loi. Il a trouvé le moyen de tirer profit de sa connaissance de la cybercriminalité. Un monde qui passionne des millions de gens sur Internet. Un monde dans lequel a évolué pendant des années Vladislav, 38 ans, alias Badby. J'ai géré le premier système automatisé de vol de cartes de crédit. C'était mon bébé. Je me souviens qu'à l'époque, on disait que j'avais dérobé plus que le budget d'un petit État africain. C'était de cet ordre. Quand je repense à la taille de l'entreprise que j'ai eue pendant 7 ans, je me rends compte que j'avais le salaire d'un cadre supérieur. 10 000 à 15 000 $ par mois, chaque mois pendant 7 ans. Ukrainien de naissance, il a commencé ses activités criminelles en ligne à seulement 14 ans. Quelques années plus tard, Badby a piraté la plus grande entreprise de télécommunications de son pays. On a abusé sur les soirées et la fête. On aurait dû être un peu plus discret. La nouvelle génération est complètement invisible. Nous, c'était tout le contraire. Il fallait que ça bouge.
les teufs, les bringues, les feux d'artifice. Au Radisson, on a pris la même suite que George Bush. Et ils ont dû la rénover complètement après notre passage. Une vie de gangster, avec top modèle, yacht et voitures de luxe. Bad Bee a pu vivre son rêve sans être inquiété pendant des années. J'étais avec ma copine en France, sur la Côte d'Azur. À Monaco, tout est vraiment chic. Les yachts, le casino, c'est super. On est allé dans des boîtes branchées à Saint-Tropez, le top du top. Et ensuite, à l'aéroport, je m'en souviens encore, j'étais bourré. Tout à coup, des types sont venus vers moi et m'ont dit « Jeune homme, suivez-nous ». C'était des Américains. Il y avait un jet privé qui nous attendait. Là, ils m'ont dit « S'il vous plaît, montez à bord ». Le hacker parfait n'existe pas. Soit on va l'attraper, soit il n'a pas encore vu le jour. Tous commencent modestement. Ils s'inscrivent gentiment sur des forums et se font la main sur des hacks pas bien méchants. Puis ils volent quelque chose et petit à petit, leur appétit grossit et grossit encore et toujours. Malheureusement pour eux, sur Internet, les traces restent à jamais. Après ces années folles, Bad Bee entre au purgatoire. Plusieurs années de prison en Israël, en France et aux États-Unis. Au total, 9 ans et demi. L'homme qui figurait en 2009 sur la liste des hackers les plus dangereux du monde établie par les États-Unis vit aujourd'hui à Moscou et dirige une société de cybersécurité qui emploie d'autres pirates repentis. Ce que propose notre entreprise, c'est d'identifier les brèches dans lesquelles pourraient se faufiler les hackers pour ensuite les débusquer. Quel est l'intérêt de cette méthode? Elle permet de déterminer la vulnérabilité des systèmes. On identifie les failles dans un système de sécurité ou dans un programme et on les prend la main dans le sac. En fait, je suis comme un trafiquant d'armes. Le personnel de CyberSec est composé exclusivement d'anciens pirates informatiques. Les ex-criminels découvrent souvent les vulnérabilités plus rapidement que les spécialistes. Et en Russie, nombreux sont les anciens hackers qui cherchent même à travailler pour l'État. Il y a des hackers qui travaillent pour le gouvernement. En 2008, quand le conflit en Géorgie a commencé, on a voulu soutenir notre pays. On a créé une unité de types qui ont lancé ce qu'on appelle une attaque DDoS, une attaque massive. Et ils ont réussi à paralyser les télécommunications de tout le pays pendant plusieurs jours. Plus aucun téléphone portable ne fonctionnait. Une cyberattaque d'une telle ampleur a permis de paralyser l'ensemble du système. Plus d'Internet, plus aucun type de télécommunication. Même les cartes bancaires étaient touchées dans toute la Géorgie. La guerre se déplace en ligne. L'expert en cybersécurité Artyom Artyomov connaît les dernières ruses des cybercriminels. Le chantage est très populaire en ce moment. Et ces types ne font pas forcément attention à qui ils s'attaquent. Récemment, une tragédie s'est produite à Düsseldorf. Les hackers ont lancé une attaque sur un hôpital et tout le système informatique est tombé en panne. Une patiente a dû être transportée en urgence dans un autre hôpital. Elle était dans un état critique et l'hôpital le plus proche était à 32 km. Elle n'a pas survécu à son transfert. Donc les cyberattaques et les chantages par rançongiciel peuvent faire des morts. Souvent, ces types réclament de l'argent. Le principe est simple. Ils piratent des ordinateurs sur lesquels ils laissent un message. Pour chaque appareil infecté, donnez-nous une certaine somme d'argent ou des bitcoins. Cette somme doit être transférée sur un compte en ligne et en échange, on vous donnera les codes de décryptage permettant de retrouver l'usage de vos ordinateurs. En Russie, les pirates informatiques peuvent souvent opérer sans être inquiétés. Le gouvernement russe ne cherche d'ailleurs pas vraiment à éradiquer la criminalité sous quelque forme que ce soit. En Russie, il existe depuis plusieurs années un énorme forum sur la drogue. Pas vraiment un forum en fait, plutôt un magasin. Si l'État s'y intéressait, y consacrait le budget nécessaire, il serait facile de le mettre hors ligne. Pour $1 petit million, franchement, je vous le ferme demain. Il serait faux de dire que l'État russe ne s'intéresse pas à la sécurité des entreprises informatiques. Aux portes de Moscou se trouve une pépinière de start-up, Skolkovo, la Silicon Valley russe. Herzlich willkommen am Innovationszentrum Skolkovo. Nous sommes à Skolkovo.
Le plus grand parc technologique d'Europe d'une surface d'environ 96 000 mètres carrés. Nous l'appelons le berceau des startups. Parce que nous aidons les entreprises technologiques naissantes à se développer. De cette manière, elles peuvent concevoir des produits compétitifs au niveau international. Certes, Skolkovo n'arrive pas encore à la cheville de sa grande sœur californienne. Mais ses objectifs sont ambitieux. Afin de choyer son petit bijou high-tech, le gouvernement fait tout son possible pour attirer les riches investisseurs. En 9 ans d'existence, les investissements dans les infrastructures de Skolkovo, avec notamment ces magnifiques bâtiments, se sont élevés à 400 milliards de roubles. Sur cette somme, 100 milliards venaient de l'État et le reste, 300 milliards, venaient de partenaires commerciaux. Donc cet argent n'est pas sorti de notre budget. 400 milliards de roubles, c'est-à-dire presque 6 milliards d'euros. Une somme dérisoire comparée aux budgets américains, mais suffisante pour stimuler le développement des 2250 entreprises de Skolkovo. Car l'ambition de la cité high-tech n'est pas de privilégier les géants du secteur bien établi. Au contraire, l'objectif est d'orienter les talents émergents vers la programmation de pointe plutôt que vers le hacking. Chaque année, de janvier à mai, nous organisons une tournée appelée le Startup Tour. On sillonne la Russie, en passant par une dizaine de villes, et à chaque étape, avec l'aide de nos partenaires et de grandes entreprises, on se pose pendant 2 jours. C'est une manière d'offrir de nouvelles opportunités aux entreprises locales. Un espoir pour les jeunes experts informatiques. Malheureusement, les places sont chères. Le trafic de stupéfiants en Russie est l'un des plus développés au monde. Mais l'heure n'est plus aux petites deals de coin de rue. Les trafiquants de cette nouvelle Russie à la pointe de la technologie numérique sont depuis longtemps passés aux transactions en ligne pour conduire leurs affaires. J'ai longtemps pris de la drogue. Et j'ai essayé presque tout. J'essayais de gagner ma vie tout en évitant la prison. Pacha dirige Drugstat, une chaîne Telegram qui compte près de 50 000 adeptes. On y aborde un seul sujet, la drogue, sous toutes ses formes. J'ai découvert le Darknet en 2015. À l'époque, j'achetais de la drogue par le biais de Ramp. Le trafic en ligne avait vraiment décollé en 2011 avec l'ouverture de Silk Road, le premier forum dédié aux stupéfiants sur le Darknet. C'était un site américain et il a été fermé rapidement, en 2013 je crois. Mais pour nous les Russes, c'était le signe qu'on pouvait très bien vendre de la drogue via le Darknet dans notre pays. Comme la plupart des services en ligne, les programmeurs russophones se sont attelés au développement d'une version russe de la plateforme clandestine. C'est ainsi que Ramp a vu le jour, une plaque tournante de la drogue en ligne. Ramp avait 2 qualités, l'anonymat et la rapidité. Parfois, ce qu'on appelle les charbonneurs, c'est-à-dire les dealers, n'ont pas le temps. Ou alors, ils n'ont plus de drogue à vendre. C'est pour ça qu'ils ont des planques. Parce qu'elles sont toujours là. Ces planques désignent un lieu où la drogue est cachée, dans un parc ou dans un hall d'entrée d'immeuble. Ainsi, le client n'entre jamais en contact avec son dealer grâce à ces points d'échange mobiles. À la mort du créateur de Ramp, décédé d'une overdose en 2015, d'autres programmeurs reprennent le flambeau avec le réseau Hydra, une plateforme tentaculaire qui détient à ce jour un quasi-monopole en ligne sur les substances illégales. Tout le monde s'est tourné vers ce site. Hydra, qui a été immédiatement adopté par la communauté, est une véritable success story. Aujourd'hui, elle domine le secteur. À son apogée, Ramp comptait 300 000 utilisateurs. Hydra en avait plus de 3 millions en 2019. Ça fait beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de drogue. On peut dire qu'Hydra alimente largement le problème de drogue qui est en train de gangréner la Russie. Dans le monde, le nombre de cas de sida est en baisse alors qu'il explose en Russie. 100 000 personnes sont infectées chaque année. Un chiffre étroitement lié au développement de la vente de drogue en ligne. Le réseau Hydra dessert actuellement plus de 1300 villes en Russie, avec 100 000 planques actives chaque jour. En 2019, le site a réalisé 140 millions d'euros de bénéfices. Je parle de bénéfices, pas de chiffre d'affaires. Celui-ci est encore bien plus élevé.
La quasi-totalité du trafic de drogue se fait désormais en ligne. Les produits comme la cocaïne sont importés de Colombie. Mais en Russie, les substances les plus populaires sont les produits chimiques de pointe, comme la méphédrone. Et leur succès est fulgurant. Disons qu'il y a 1 kilo de cocaïne à Moscou et qu'il doit être vendu à Volgograd. Un transporteur livre le paquet de Moscou à Volgograd. Là, il crée une planque. Cette boîte de dépôt est ouverte par quelqu'un qu'on va appeler le lieutenant. Concrètement, ce type est un très gros dealer qui achète toujours beaucoup de drogue. Ensuite, il la conditionne et il la dépose dans plusieurs autres planques. Ces planques sont destinées à ses employés, qui viennent ensuite les ouvrir. À leur tour, ils déballent la marchandise pour en faire de plus petites doses, qui sont, elles, destinées aux consommateurs. Des milliers de petits dealers qui passent leur temps à fouiner dans les parcs et les allées sombres des villes russes. Les risques de cette pratique sont minces, puisqu'il n'y a pas d'échange en personne. Et surtout, ces transactions peuvent facilement être reproduites à l'infini. Dans un immeuble, les transporteurs peuvent créer des mini-planques à chaque étage. Dans l'ascenseur, sur un bloc électrique, sur un compteur ou autre. Dans un hall d'immeuble, par exemple, on peut facilement trouver 10 bonnes cachettes. Et dans mon immeuble, il y a 10 entrées différentes, ce qui en tout fait une centaine de planques. Le lieu du dépôt est ensuite transmis sur le téléphone portable de l'acheteur. Ces boîtes aux lettres sont partout. Chaque jour, 100 000 transactions de cette nature ont lieu en Russie. C'est très sûr comme système. J'ai ouvert environ 300 à 500 planques dans ma vie. Et je n'ai jamais croisé un seul flic. Le système juridique russe est inopérant. Il faut beaucoup de documents et de preuves. En Angleterre, en revanche, c'est beaucoup plus facile de sévir. Il suffit pour faire condamner quelqu'un qu'un expert déclare au tribunal que c'est un pirate ou un cybercriminel. En Occident, on traque les dealers avec beaucoup de moyens et beaucoup de personnel. Ça permet d'éradiquer de nombreux sites d'échange en ligne rapidement. Dans ces pays, une plateforme sur le Darknet ne survit pas plus de 8 mois. En Russie, Ramp a existé pendant 5 ans et Hydra est toujours en activité. Yekaterinbourg, à 1800 km à l'est de Moscou, est une ville de plus d'1 million d'habitants. Située dans l'Oural, elle était dans les années 90 un bastion des cartels mafieux. C'est ici que vit Vova, comme il aime se faire appeler. Depuis plusieurs années, ce faussaire produit des faux documents numériques à grande échelle. Je fais des passeports, des pièces d'identité de tous les pays, des permis de conduire, mais aussi des reçus, des factures, des tickets de caisse, et bien sûr des documents officiels, des actes notariés, des procès-verbaux, des actes de naissance ou de mariage, et des déclarations d'impôts. Ce faussaire ne doit que rarement imprimer des documents. La plupart de ses clients n'ont besoin que de documents numériques pour frauder en ligne. Il existe des fraudeurs professionnels en ligne qui travaillent à grande échelle. Par exemple, des équipes entières qui font des paris sportifs, qui rapportent toujours en pariant sur le fait de gagner et de perdre en même temps. Comme il existe des coefficients différents selon les sites de paris en ligne, ils s'y retrouvent toujours. Quand ils parient $100, ils font un bénéfice de 5 ou 6 $, et pour que ce soit rentable, ils font des centaines de paris de ce type par jour. Donc c'est encore mieux quand on multiplie les comptes d'utilisateurs avec des centaines de paris réalisés à partir de centaines de comptes. C'est un gros business qui nécessite des employés, des bureaux, des outils informatiques. Cette mafia mondiale des paris sportifs dépend de faussaires comme Vova. Il emploie 10 personnes, gagne plus de 10 000 € par mois et vend ses services à des clients du monde entier. On a aussi des commandes des pays occidentaux, d'Europe et des États-Unis. Tous ces gens font la même chose, et leur arnaque est toujours la même. La seule différence avec la Russie, c'est que nous sommes meilleurs. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas de frontières pour les pirates informatiques. Il n'y en a jamais eu.
On peut avoir un type dans les pays baltes, un en Europe et un en Asie, et les trois vont discuter de la façon d'arnaquer le fisc d'un pays quelconque. On escroque un pays, on transfère dans un autre, tout en restant tranquillement dans un troisième pays. La preuve qu'il n'y a pas de frontières pour eux. En revanche, pour nous qui traquons ces hackers, il y a bien des frontières. Le pays où l'argent est volé et celui où il est transféré collaborent rarement pour arrêter les escrocs. Les échanges entre le faussaire et ses clients à l'étranger sont d'une fluidité déconcertante. Il ne faut que quelques minutes aux équipes de Vova pour produire un passeport ou un permis de conduire. Les affaires sont florissantes. Aujourd'hui, tout est tellement automatisé que je peux fabriquer des centaines de documents par jour. Les revenus de Vova sont plus de 10 fois supérieurs au salaire moyen relevé à Yekaterinbourg. Et ce détail n'a pas échappé aux programmeurs en herbe. Notre pays est dans une situation calamiteuse, politiquement et économiquement. Ces dernières années, l'économie n'a fait que stagner. Les jeunes voient bien qu'il n'y a pratiquement aucune perspective d'avenir pour eux. Et surtout, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de devenir un criminel. Beaucoup de jeunes dealent de la drogue en ligne, ou volent des données de cartes de crédit, ou tout ce qui se revend sur le marché noir. C'est de l'argent facile et rapide. Comme il n'y a plus aucune promotion sociale possible dans ce pays, tout le monde essaie de se faire de l'argent en ligne. Plus les transactions bancaires, les signatures de contrats et les actes juridiques seront dématérialisés, plus Vova aura de travail. Faussaire numérique est un métier d'avenir dans le milieu criminel, notamment grâce à une grande capacité d'adaptation qui ouvre pour Vova de nouvelles perspectives. Je voudrais évoluer techniquement et réussir à déjouer l'authentification vidéo. La vidéo, c'est plus difficile. Ça me plairait vraiment. Ou alors, je pourrais me reconvertir, arrêter toute activité illégale et faire du conseil. Par exemple, être consultant pour toutes les boîtes que j'ai réussi à entuber depuis des années. Les hackers russes dominent de nombreux secteurs d'activité illégale dans le monde. La journaliste indépendante Lilia Yaparova s'intéresse depuis des années à certains des criminels les plus recherchés au monde. Elle estime que ce n'est pas une coïncidence si beaucoup d'entre eux viennent de Russie. Toutes ces histoires commencent pareil. Un jeune qui veut devenir riche par tous les moyens. D'un point de vue extérieur, je trouve que leurs objectifs, leur raison d'être, leur succès, tout cela est très superficiel. Ils vivent dans le culte de l'apparence. Ils sont coincés dans le monde qui a 20 ans de retard. Par exemple, Maxime Yakoubets se balade dans une Lamborghini militaire fluo, dont le look a été copié par tous ses amis, qui conduisaient tous des Lamborghini. Et les filles avec qui il sortait conduisaient aussi toutes des Lamborghini. L'une de ces filles est d'ailleurs devenue la femme de Yakoubets. Ils organisaient des fêtes où tout le monde était habillé en Dolce et Gabbana et postait sa vie sur Instagram. C'était il y a quelques années. Mais tout ça était déjà passé de mode à Moscou. Maxime Yakoubets est le hacker le plus recherché par le FBI qui offre 5 millions d'euros pour tout renseignement à son sujet. Mais l'homme qui mène une vie dissolue au grand jour semble intouchable et n'a jamais été inquiété en Russie. Peut-être cette impunité est-elle liée à l'identité de sa femme, la fille d'un ancien agent des services secrets. Cet homme, Edouard Bendersky, est lié aux armées de mercenaires qui opèrent au Moyen-Orient. Il se rendait souvent à Berlin. Il semblerait qu'il soit impliqué d'une manière ou d'une autre dans le meurtre de Tiergarten, l'assassinat d'un séparatiste tchétchène du nom de Zelimkhan Kangouchvili.
Dans la mesure où Bendersky est un homme qui dispose de tueurs à gages qui s'entraînent avec les services secrets, on peut imaginer qu'il a planifié ou commandité ce meurtre. Bendersky se trouve désormais être le beau-père de l'un des cybercriminels les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Donc, il peut compter sur des hommes de main dans tous les domaines. Hackers, tueurs à gages, mercenaires, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe ou ailleurs. Tout et partout. Edward Bendersky n'a plus de rôle officiel au sein du FSB, les services de renseignement russes. Mais il a encore le bras long et aide l'État russe à tirer parti de son armée de cybercriminels pour servir la patrie. Malheureusement, beaucoup de hackers talentueux sont arrêtés très jeunes, vers 22 ou 23 ans. Des jeunes pleins de qualités, mais qui n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Souvent, ils ne savent tout simplement pas quoi faire de leur talent. Ils ont peut-être réalisé 1 ou 2 jolis coups en ligne, mais ils n'ont pas volé grand-chose. Ils n'ont pas dérobé des secrets d'État ou ce genre de choses. Et là, ils se font attraper. Les autorités russes n'ont pas de mal à coincer ce type de pirates. Et dans 70% des cas, c'est pour leur proposer de mettre leur talent de hacker au service de la politique. Ce nouveau travail leur laisse du temps libre pendant lequel ils ont le droit de continuer à faire ce qu'ils faisaient auparavant. C'est très pratique pour les autorités. Cette méthode crée un vivier d'experts spécialisés dont le niveau est supérieur à celui des spécialistes du renseignement. Et c'est un bon compromis pour les hackers. Si on me disait « tu as le choix entre la prison ou faire ce qu'on te demande », je ferais tout pour éviter la prison. Le groupe de hackers Black Energy a attaqué l'Ukraine. Comment peut-on affirmer que la motivation était politique? Parce que c'était l'œuvre d'une cyberarmée et que pourtant, personne n'y a gagné d'argent. Or, pour 99% des hackers dans le monde, la seule chose qui compte, c'est l'argent. Surtout l'argent facile. Si on peut clairement identifier d'autres mobiles derrière un piratage, comme par exemple la mise hors service d'un réacteur nucléaire ou d'une centrale électrique, alors la probabilité est grande pour qu'un État en soit le commanditaire. Les hackers effectuent la basse besogne de l'État russe qui leur octroie le droit de continuer les escroqueries en ligne. Pour Lilia Yaparova, tout le monde est gagnant. Les hackers n'ont que faire des secrets politiques. Pour eux, c'est plus rentable de voler directement des bases de données ou de l'argent. Mais comme ils sont capables d'accéder à des secrets d'État, certains pays les incitent à chercher plus loin en leur disant « Écoutez, vous êtes déjà dans le système central de la banque, alors pourquoi vous n'iriez pas voir qui d'autre y a déposé son argent? Peut-être qu'un de nos ennemis politiques a un compte dans cette banque. Ça pourrait nous intéresser et nous aider d'une manière ou d'une autre. » C'est du cyberespionnage à l'état pur. Ça n'a pas d'autre nom. Depuis des années, le Kremlin tente systématiquement de tirer parti du talent de ses hackers. De fait, la Russie dispose d'une cyberarmée dotée de grandes capacités opérationnelles et de méthodes criminelles bien rodées. On constate un vif intérêt, de la part de l'État russe, pour les technologies de l'information, ainsi qu'un goût pour les attaques en ligne, surtout contre des pays étrangers. Cet appétit date de 2008 ou 2009, quand le Kremlin a saisi toute l'importance de la guerre de l'information. Lorsque la Russie a attaqué la Géorgie, elle a immédiatement compris qu'il fallait gagner la guerre sur le champ de bataille et surtout ne pas la perdre dans les médias. Et c'est à cette époque que les autorités russes ont perçu l'efficacité du piratage. Les hackers russes, une cyberarmée de soldats numériques hyper connectés qui opèrent en secret, mais sont présents dans le monde entier. On sait que notre travail de cybervigilance est très important. Pour nous qui luttons contre les criminels opérant à l'échelle mondiale, les hackers sont comme la peste. Le monde entier est face à une épidémie de piratage qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques. L'explosion des cyberattaques est évidente depuis des années, mais nous continuons à faire comme si elle n'existait pas.
Des milliers de hackers sans autres horizons, mais disposant de compétences pointues et variées, sont venus gonfler les rangs d'une armée d'un nouveau genre au service de la Russie pour promouvoir une politique étrangère agressive. Les célèbres hackers russes ne sont plus de simples trolls en marge de la société. Ils représentent une menace mondiale, une menace toujours présente et plus active que jamais.